Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre sur notre antenne l'audition de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Il a été entendu mardi 24 juillet par la mission d'information du Sénat sur les pesticides. Devant les parlementaires, le ministre a réaffirmé son souhait d'interdire l'épandage aérien de pesticides. Cette pratique est interdite en France, mais tolérée notamment dans la région Aquitaine. Or, selon les associations écologistes, cette technique de l'épandage aérien serait particulièrement nuisible pour les abeilles ou encore les milieux aquatiques. Tout de suite, donc, l'audition de Stéphane Le Foll. Bonne journée à tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, permettez-moi d'abord au nom de la mission d'information de vous remercier d'avoir accepté de venir devant nous aujourd'hui juste à la suite de notre 4e table ronde, comme vous l'a dit ma collègue madame Bonnefoy, sur cette mission d'information qui était réunie aujourd'hui sur des problèmes de toxicologie, d'épidémiologie, des problèmes pointus et scientifiques sur lesquels nous avons besoin de beaucoup de connaissances. Cette mission d'information a été constituée en février 2012. Elle rendra ses travaux à la fin du mois d'octobre 2012, si tout va bien, mais tout devrait bien aller. Elle a été donc créée à la demande de Nicole Bonnefoy, sénateur de Charente, que vous connaissez bien, alertée par plusieurs agriculteurs victimes de pesticides, dont M. Paul François, qui est président de l'association Phyto-Victimes. La mission sénatoriale a commencé par orienter ses travaux en direction des personnes en contact avec les substances et produits pesticides, qu'ils soient fabricants ou utilisateurs dans leur grande variété, c'est-à-dire principalement agriculteurs, mais aussi agents des collectivités territoriales ou jardiniers, des riverains, des habitants des collectivités, des familles, l'ensemble de toutes ces personnes. Donc nous aurons bien sûr l'occasion de vous entendre sur l'ensemble de ces problématiques. Votre audition aujourd'hui s'inscrit à la fin d'une série de près de 90 auditions au Sénat et en province, incluant 4 déplacements en Charente, bien sûr, dans le Lot-et-Garonne, en Bretagne, dans le Rhône, des journées de visite et d'audition, l'ensemble représentant à ce jour un dialogue avec près de 180 personnes qui sera retranscrit dans un second tome des comptes rendus qui représente d'ores et déjà à peu près 700 pages. Donc nous avons beaucoup d'informations. Un nombre non négligeable de sénateurs a participé à quasiment toutes les auditions et je crois que cette mission d'information est assez remarquable par le fait qu'un groupe de sénateurs a vraiment suivi tout cela du début à la fin. Et nous avons auditionné des ministres, bien sûr vous-même aujourd'hui, Madame Marisol Touraine également, des auditions d'administration, d'agences de recherche, de chercheurs, les principales parties prenantes, l'industrie chimique, phytosanitaire, l'industrie du jardin et des plantes, des coopératives, du négoce, de la grande distribution, des syndicats de salariés, des syndicats agricoles et des associations de victimes, de riverains, etc. et des visites sur le terrain. À ce stade de ces travaux, la mission d'information est préoccupée par l'ampleur de l'impact des pesticides sur la santé des agriculteurs et bien d'autres personnes, alors que l'importance peut-être de cet impact pourrait être minorée et elle est en tête de la proposition d'un certain nombre de recommandations. Donc je crois qu'un questionnaire vous avait été adressé pour faciliter peut-être votre intervention bon, je pense que nous recevrons des réponses écrites peut-être en complément du propos liminaire que vous allez peut-être commencer par nous adresser. Merci beaucoup en tout cas Monsieur le Ministre d'avoir accepté ce dialogue avec la mission d'information. Merci Madame la Présidente, et puis Messieurs les sénateurs, les sénatrices, Madame la rapporteure. Vous avez indiqué que cette mission avait déjà fait un long travail d'audition, de rencontre, de prise en compte des éléments qui vont vous permettre ensuite de finaliser ce rapport sur un sujet lié à tout ce qu'on peut appeler les pesticides, et tout ce qui peut être aussi utilisé dans le domaine de l'agriculture, vous l'avez dit aussi du jardinage, sur des molécules actives qui ont un rôle, mais qui ont aussi souvent des conséquences qui peuvent être néfastes, voire négatives, dangereuses même, sur la santé humaine. C'est bien de cela dont il s'agit, c'est bien ça l'objectif de votre mission. Alors le ministre de l'Agriculture, il ne va pas décider, ni vous demander, ni vous offrir aujourd'hui des
éléments de réponse au rapport que vous allez vous-même rendre dans quelques semaines ou dans quelques, je sais pas, mois, ou semaines en tout cas. Bon. Moi, j'essaye de m'inscrire dans une démarche globale. Je n'ai pas d'ailleurs autant d'éléments que vous en avez sûrement récolté aujourd'hui et je suis en train de me construire ma propre, à la fois documentation, mes propres analyses, puisque depuis le 16 mai, il y a eu des choses à faire et cette question-là, elle a aussi une actualité qui est arrivée d'un seul coup. Les épandages aériens, c'est pas forcément prévu. Le ministre que j'étais n'était pas ni prévenu, ni n'avait pas anticipé ces questions-là qui sont posées, c'est dans l'actualité, et j'y reviendrai. Mais il doit prendre une démarche de manière globale. Moi, je me situe dans une perspective, celle du Grenelle, la suite du Grenelle. Il y avait un plan, Michel Barnier en avait parlé il y a longtemps, du Phyto 2018, avec des objectifs qui étaient ambitieux, de diminuer de 50% l'utilisation, le recours à ces produits. Ce qu'on sait aujourd'hui, puisque c'est pour moi important, c'est de partir d'un bilan. On regarde ce qui s'est passé. On essaye de partir de là pour pouvoir regarder l'avenir. D'après ce que j'ai comme information, on a beaucoup, et là, réussi à diminuer de près de 87% les recours à des molécules actives qui étaient considérées comme dangereuses, à la fois cancérogènes, mutagènes et autres. Et ça, sur des indices qui mesurent et qui ont un nom un peu bizarre de NODU. Voilà, qui essayent de mesurer l'impact de ce que l'on a pu utiliser. Et sur ces molécules actives et dangereuses, le constat a été fait, elles ont été largement, pratiquement, aujourd'hui, rendues inutilisables, puisqu'à 87%, elles ont diminué. Ça, c'est un point. C'est un point. Par contre, le constat qu'on fait aussi, que je fais, c'est que le recours aux phytosanitaires, de manière globale, lui, il stagne aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objectif de diminution de 50%, on sera en incapacité de l'atteindre. Sauf à accélérer un processus dans des conditions et dans des mesures que je n'imagine pas aujourd'hui. Donc on a bien un problème. Des progrès ont été faits, mais globalement, l'objectif qui avait été fixé ne sera pas atteint. D'où vient le problème? C'est la question que je me pose. Si je regarde d'ailleurs les résultats du Grenelle, je prends par exemple la surface SAU en agriculture biologique. On s'était fixé un objectif extrêmement ambitieux, 20% d'ici 2020. On devait avoir une étape à 12% dans 3 ans. On en est à 3,5%. Deuxième problème. Il y a un problème qui consiste à se donner des objectifs, souvent ambitieux, qui servent beaucoup à la communication, mais qui, au bout du compte, derrière, ne se traduisent pas forcément en action. Alors moi, j'ai envie, cette fois-ci, peut-être d'avoir des objectifs moins ambitieux, mais d'avoir une action qui soit effective. J'ai envie d'assurer cette transition vers une agriculture à la fois performante économiquement et performante écologiquement. Je l'ai dit, je le répéterai. Je pense que plus on économise des intrants et des consommations intermédiaires, plus on peut dégager de la marge brute par hectare. Il n'y a pas d'incompatibilité. Que deuxièmement, il y a eu des modèles conventionnels qui ont été mis en œuvre il y a 30, 40 ans, qu'aujourd'hui on peut et on doit réfléchir à leur évolution de ces modèles de production. Et après avoir discuté avec les services, ce qu'on constate sur Ecophyto 2018, c'est qu'il y a un blocage aujourd'hui, il y a un problème de diffusion. Alors, il y a des choses qui ont été faites. Sur les mises en marché, je le disais tout à l'heure, il y a des résultats. Sur les réseaux de fermes qui vont être testés, elles se mettent en place, il y a des résultats. Sur la formation des agriculteurs avec Certifito, là, ça avance. Le problème, c'est que ça ne concerne que ceux qui sont concernés. Mais le problème, c'est pas de concerner ceux qui se sentent concernés, c'est de concerner tout le monde. Alors il va y avoir de la communication qui va être faite, on va essayer de diffuser des messages sur les bonnes pratiques, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque? Et comment on débloque les choses? C'est ça l'enjeu pour moi. Et moi j'ai un principe depuis longtemps, c'est que je pense que tant qu'on ne réfléchira pas d'abord, avant de mettre des normes et de se fixer des objectifs, à la manière dont on va faire évoluer les modèles de production eux-mêmes, eh bien on pourra toujours fixer des objectifs, renforcer les normes, on n'arrivera pas à débloquer la dynamique qui est nécessaire pour réussir. On pourra faire des efforts et avoir des
résultat positif. C'est le cas sur l'utilisation d'un certain nombre de molécules dangereuses, tant mieux, et ça c'est important, mais on n'aboutira pas à l'objectif qui est quand même de réduire le recours à toutes ces substances. Non seulement parce que écologiquement c'est un problème aussi pour la santé humaine, hein, et ça, l'exemple de Charente avec ce qui est arrivé à l'agriculteur est un sujet. Il n'y a pas que, bien sûr, j'ai l'exemple puisqu'il a été cité comme étant le fait générateur, d'après ce que j'ai déclencheur de cette mission. Hein, bien sûr qu'il n'y a pas que ce problème. On sait qu'il y a des maladies qui ont été notablement repérées comme étant directement liées à une proximité ou un recours à un certain nombre de molécules. C'est bien le cas de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Bon, Parkinson en particulier, bon, un certain nombre de sujets. Donc on est bien sur des sujets à la fois de modèles de production, de molécules chimiques et de conséquences sur la santé humaine. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse évoluer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et cette mission est importante parce qu'elle fera un bilan, une évaluation, mais que pour faire évoluer les choses, il va falloir prendre les choses de manière beaucoup plus systémique, globale, de partir de qu'est-ce qu'on peut changer en termes de modèle de manière globale pour pouvoir aboutir à des réductions significatives des recours à l'ensemble des molécules qu'on évoque, et en particulier sur les phytos ou même sur les herbicides. Hein, il y a là de quoi faire bouger les choses. Et si on ne prend pas dans ce sens-là, on aura du mal. Donc l'objectif, pour moi, il est là. Il sera là. Alors après, il y a des questions plus techniques. J'ai vu que vous aviez posé un certain nombre de questions sur comment on organise à la fois les autorisations. Qu'est-ce qui va évoluer sur la question des autorisations, hein, vous savez qu'il va y avoir un changement de règlement qui arrivera fin 2013, et en particulier sur la partie des sujets là, sur la reproduction, sur voilà, les perturbateurs endocriniens, un sujet sur lequel moi, je vais faire travailler, et on va travailler ensemble au niveau des services, et on vous donnera les éléments, essayer d'anticiper autant que possible le retrait des substances qui sont dangereuses. Hein, je peux attendre le règlement et l'application, mais on va essayer d'anticiper, puisque 2013, c'est toujours un an où on continue peut-être à faire prendre des risques à certains utilisateurs. Et donc si on peut éviter, on fera tout et on va s'engager sur le sujet. Deuxième point, il y a... Pour tous les utilisateurs, j'ai vu ça, qui sont concernés par l'utilisation de ces produits, quelles sont les méthodes ou les doses, mais surtout quelles sont les conditions dans lesquelles on doit les utiliser. Il faut qu'on renforce là, de manière très claire. Il n'y a pas de raison qu'on ait simplement les doses sur le bidon. Il va falloir qu'on ait les conditions d'utilisation. Et qu'est-ce qu'il faut mettre comme condition? C'est-à-dire que l'autorisation d'un produit devra intégrer aussi les conditions de son utilisation par les utilisateurs. On parle des EPI, là, fameux sujet, la protection. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en capacité de demander à ceux qui fournissent les produits, de dire aussi les conditions dans lesquelles ils doivent être. Y compris la conception du matériel agricole. Voilà, y compris peut-être la conception du matériel agricole. L'idée quand même étant que là, on est dans du curatif, hein, mais que la vraie question qui nous est posée, au-delà même de le curatif, c'est la capacité dynamique à créer un mouvement qui fasse qu'on aille vers moins de recours à ces produits. Mais, ceci étant dit, il y a des questions d'actualité à régler. Et celles-là, je les évoquais en particulier. Donc ça, c'est deux points importants qui ont été évoqués avec d'autres, mais on pourra en discuter. Vous pourrez sûrement me poser un certain nombre de questions sur d'autres sujets qui sont aussi d'actualité, pour vous en tout cas. Il y avait la question d'actualité là sur les fameux épandages, puisque ça, plutôt que d'attendre votre question, essayez d'y répondre avant, parce que comme je suis sûr que vous allez la poser. Bon. La règle, c'est pas d'épandage. Dérogation liée aux conditions topologiques, quelquefois, peut pas passer en tracteur, difficultés, bon. Et puis, des dérogations spécifiques avec des matières qui sont déterminées et sur des surfaces qui sont, elles aussi, avec dérogations, mais limitées. Ce dont je m'aperçois là, puisque ça nous est arrivé un peu rapidement et brutalement, même si, quand on était élu en mai, et en juin, on peut se douter que l'été et le printemps vont être sujets à quelques petits problèmes. Voilà. Il y a eu un peu plus de pluie à un moment où il aurait fallu un peu moins, donc c'est possible que ça ait eu des conséquences. Et donc on se retrouve avec ce problème-là. Donc
La règle, c'est qu'il n'y a pas d'épandage aérien. Et moi, l'objectif, c'est qu'on finisse par ne plus en avoir. Je l'ai dit sur France Inter. Je ne vais pas chercher à m'adapter et à me dire, bon, voilà. Non, je pense que l'objectif, c'est d'éviter de manière définitive le recours à ces épandages aériens. D'abord parce que derrière tout ça, il y a une symbolique qui est terrible et qu'on n'arrivera pas à faire accepter ça aux citoyens. Et puis deuxièmement, je pense qu'on peut et qu'on doit trouver des alternatives. C'est ça qui me rassure d'ailleurs. Il y en a déjà et on va en trouver d'autres. Sachant que ce qui a été fait là encore, entre les décisions qui ont été prises en 2009 et aujourd'hui, c'est que il y a une réduction très nette des surfaces sur lesquelles on a eu recours à l'épandage. C'est de l'ordre d'une baisse de 22%. Donc il faut continuer. Si on a pu faire moins 22, on peut encore faire moins 22, et au bout du compte, arriver par ne plus y avoir recours, sauf, alors là, cas exceptionnel, mais pour l'instant, il n'y en a pas, mais l'objectif, c'est de ne plus y avoir recours. Voilà. Je voyais là sur la banane, c'est spécifique. Sur le bananier, ça vient d'en haut. Comment on fait pour atteindre le haut? Pour l'instant, il n'y a que les avions, plus sur une maladie, la septocériose noire, là, spécifique. Bon, mais on doit pouvoir trouver des alternatives. Il y en a qui commencent à trouver. Et là, on va travailler. On a sollicité les instituts de recherche et on va aller au maximum pour essayer d'éviter et de ne plus avoir à recourir à ce système d'épandage. En attendant, parce que là aussi, j'entends certains qui peuvent dire il faut faire un moratoire. Sauf que si le ministre de l'Agriculture dit moratoire sur les hectares de maïs aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe pour les hectares de maïs? Ils disparaissent? Pour l'instant, je n'ai pas l'alternative. Donc je construis l'alternative. On est dans une phase de transition. L'objectif, c'est celui de finir par ne plus y avoir recours. Et dans la phase de transition, ce qu'on va faire, on a commencé, avec les contacts qui ont été pris avec les préfets, c'est d'arriver à gérer de manière beaucoup plus cohérente les dérogations qui sont données. Parce que là, j'ai un peu constaté que selon les départements, il y avait tendance quelquefois à signer plus facilement et plus largement dans un département que dans l'autre. Donc ça, c'est un problème. Il faut être sérieux partout. Ce ne sont pas des sujets avec lesquels on peut avoir des décisions à géométrie variable. Ils engagent la santé, ils engagent l'épandage de produits qui sont quand même considérés comme dangereux, même si la liste de ceux qui sont autorisés à l'épandage est réglée et beaucoup plus stricte que celle qu'on peut avoir pour les autres produits qu'on utilise, mais quand même. Donc là, on va travailler au vu de ce qui s'est passé pour, encore une fois, faire en sorte que les dérogations soient à la fois plus strictement encadrées et que, deuxièmement, on aboutisse, à ce que je disais tout à l'heure, à réduire encore les surfaces concernées. C'est ça l'objectif. Donc voilà, Madame la Présidente et Madame la rapportrice, en introduction, ce que je pouvais vous dire. Et puis après, bien sûr, il y a tout un tas de questions techniques qui sont sûrement très importantes, sur lesquelles, par rapport aux orientations que j'ai données, je n'ai pas forcément aujourd'hui moi-même, parce que quand je parle, je préfère parler en ayant moi-même réfléchi à ce que je vais dire. Je ne suis pas obligé d'être, malgré le fait que j'ai d'excellents conseillers, extrêmement compétents, qui ont été d'une utilité pour le cruiser ESR, vous ne pouvez pas savoir, l'ANSES en particulier, et puis le directeur et sa directrice adjointe au niveau de la DGL, à l'unisson et avec une volonté qui est de travailler de manière positive pour faire évoluer les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, ma foi, s'il y a des questions, vous pouvez commencer à les poser. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour ce propos liminaire. J'aurais une question qui concerne, en fait, on sent au travers des auditions que nous avons menées jusqu'à présent la nécessité absolue d'une harmonisation européenne. Est-ce que vous pouvez, notamment dans les autorisations de molécules, il y a certaines molécules qui sont autorisées en Europe du Nord, qui ne sont pas en Europe du Sud. On est d'ailleurs un pays peut-être plus restrictif en matière d'autorisation, mais nous sentons le besoin d'une harmonisation européenne pour lutter contre un phénomène qui est le phénomène des fraudes. Et même à l'intérieur de l'Europe du Sud, on a des autorisations différentes entre la France et l'Espagne et ou d'autres pays frontaliers qui génèrent en fait presque du grand banditisme autour des problèmes de fraude, de trafic de pesticides. Comment pouvez-vous enrayer, vous engager au niveau européen sur ces problèmes-là, sachant que l'engagement ne vaut que l'engagement?
Alors sur le premier point qui est l'harmonisation, là, ce qu'on appelle les références mutuelles à l'échelle européenne. C'est-à-dire comment on fait pour que, au-delà du cadre européen sur les définitions de matières actives, de celles qu'on doit supprimer, on a une harmonisation à l'échelle de l'Europe. Ça, c'est un travail qu'on va conduire. Je vous le donne en exemple, par exemple, sur cette question du cruiser, décision prise par la France sur le colza. On s'aperçoit de quoi? D'abord, c'est qu'il y a des pays qui ont pris des décisions avant nous, que beaucoup de pays regardent la décision que nous avons prise et hésitent ou à faire le même choix, et ont plutôt tendance d'ailleurs à considérer que cette grande famille des néonicotinoïdes là pose problème. Le commissaire a saisi l'EFSA, qui doit rendre un avis à la fin de l'année. Notre crainte, c'est que l'avis, ça soit en l'état des connaissances actuelles. Il faudrait faire des recherches supplémentaires pour être sûr que ce que vous avez dit, ce que vous avez pris comme décision, a bien des conséquences sur le retour des abeilles à la ruche. Déjà écrit. Et ça, c'est déjà écrit, voilà. J'anticipe. Ce qui ne va pas nous aider. C'est-à-dire, on va être dans un jeu de non-décision. Donc nous, la position qu'on a prise, pour le coup, fait aussi bouger. Hein, on a même eu, vous allez le dire, un coup de fil des Espagnols, c'est toi qui me disais ça, qui s'excusaient de la position un peu radicale qu'ils avaient prise par rapport à la nôtre sur le colza et le cruiser, en disant que celui qui les représentait au moment du CSA n'avait pas les compétences nécessaires. Bon, déjà, c'est bien. Ils se disent, voilà. L'Italie, colza et maïs. L'Allemagne sur le maïs et peut-être sur le colza, qui hésite. Le fait qu'on prenne le colza, nous, fleurs nectifères, est un élément important. Donc, juste pour dire qu'à l'échelle de l'Europe aujourd'hui, au-delà du cadre minimum sur lequel on se base au travers des règlements et des directives, sur les matières actives, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille à l'harmonisation. Parce que j'ai suffisamment entendu, moi-même, quand j'étais député au Parlement européen, la question de la distorsion de compétitivité entre les pays, pour savoir que l'harmonisation, elle vaut d'ailleurs pour le social, pour le fiscal, comme pour les phytosanitaires, hein, franchement. Et on a les mêmes difficultés, avec des histoires différentes, des jeux différents. Et là, les réformes qui devront être faites au niveau de l'EFSA, l'harmonisation des règles d'évaluation, les protocoles d'évaluation au niveau scientifique, la manière dont le débat se déroule aujourd'hui au niveau du Parlement européen par rapport au quitus qui n'a pas été donné à l'EFSA parce qu'il y avait conflit d'intérêts, tout ça, c'est des sujets qui font bouger les choses. Mais on a besoin, bien sûr, d'harmonisation. Le gouvernement français, le ministre de l'Agriculture fera tout ce qui sera en son pouvoir pour aller vers ces harmonisations. Le vrai problème, c'est toujours vers où on va. On réduit ou on monte. Et il faut savoir qu'en France, on n'est pas forcément dans les normes minimales. On a plutôt, quelquefois, poussé un peu plus loin que d'autres. Ce qui fait que nous, on est obligé de tirer les autres, qui, pour des raisons de compétitivité, ne sont pas forcément enclins à le faire. Mais il faut pourtant qu'on harmonise. Hein. Ces références mutuelles, elles sont essentielles. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit totalement déterminés, les uns et les autres. Et vous, je le sais, au niveau du Parlement, les missions du Sénat, la mission européenne, enfin tout ce qui est fait aussi dans le cadre des travaux que vous menez à l'échelle européenne, c'est important de pousser dans ce domaine. Il faut qu'on le fasse ensemble. Le ministre de l'Agriculture français est totalement déterminé et sur cette ligne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la lutte contre les fraudes. Je suis obligé de vous dire que moi, qui suis ministre, je sais qu'il y a des fraudes, je vais tout faire pour lutter contre les fraudes. Après, je vais me retrouver heurté à les moyens qu'il faut que j'y mette, hein, et dans le contexte, on ne va pas se raconter entre nous des histoires. C'est pas moi qui vais vous dire que je vais mettre beaucoup plus de douaniers, de la brigade sanitaire qui doit faire un excellent travail et qui doit être renforcée. Tout ça, c'est nécessaire. Moi, en tout cas, j'ai une volonté. C'est vrai que ces fraudes, elles existent et donc il faut qu'on fasse tout pour lutter contre les fraudes. C'est pas la détermination politique qui va manquer. Comment voulez-vous que j'accepte l'idée que je laisse faire des gens qui viennent frauder avec des produits dont tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez avoir comme conclusion, c'est quand même qu'on n'est pas dans du sujet simple. Ça touche avec des questions lourdes derrière de santé. Donc il faut qu'on lutte contre les fraudes. Donc sur les services qu'on a, sur la DGL qui fera le travail, on va coordonner au maximum avec les moyens qui sont les nôtres pour lutter contre ces fraudes. En particulier, vous le disiez, je crois que c'est vous, Madame la Présidente, l'Espagne, la France, ce qui se passe, il va falloir qu'on soit à Belgique, bien sûr, Belgique, déjà sur les hormones, il y a déjà des années, on le sait, il y a eu des problèmes. Et il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Vigilant, absolument. Et dans un marché où les marchandises circulent
comme les hommes et les femmes, librement. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser fonctionner ces systèmes de contrebande, puisqu'on va les appeler comme ça, de manière sans réagir. Et il faudra, à l'échelle de l'Europe, une coordination au niveau des services. Alors elle a commencé, je ne veux pas dire qu'elle a commencé avec moi, elle commence, il faut qu'on la poursuive, parce que c'est en se coordonnant entre nous qu'on arrive aussi à gérer le mieux ces phénomènes. Et donc on a des contacts qui sont pris, la DGL les a, on va les poursuivre pour faire en sorte qu'on soit plus coordonné encore pour lutter contre ces fraudes que vous évoquez et qui sont effectivement pas acceptables. Et en même temps, si je vous disais demain, avec les brigades douanières qu'on va mettre en place partout dans les Pyrénées, je vais régler tout le problème, je mentirais. Donc comme je n'ai pas envie de mentir, je vous donne l'objectif qui est le mien, qui correspond au vôtre et sur lequel il faut qu'on s'appuie pour pouvoir avancer. Nous aurons à ce propos, Monsieur le Ministre, probablement dans notre rapport une recommandation qui sera un durcissement des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sorti de notre table ronde juridique est que malgré l'excellent travail qui est mené par tous les services de l'État, et ils ont des moyens, ils font un excellent travail, quelquefois des trafiquants sont identifiés, pris, jugés quand ça va jusqu'au bout, pas avec des sanctions avec 2 000 € et pas de peine de prison. Donc très en deçà des enjeux économiques qui sont derrière. Eh bien, je soutiendrai cette proposition. Ça c'est pas très cher. Et ça peut peut-être ça peut rapporter gros. Donc, je soutiens par avance cette proposition. Et je vous avais demandé d'avoir la main la plus lourde qui soit. Madame Bonnefoy. Oui, moi, concernant les AMM. Donc, la procédure d'AMM des pesticides comporte des points communs avec l'AMM des médicaments, à commencer par le fait que les industriels réalisent et fournissent eux-mêmes les études qui servent de base à la décision d'autorisation. Et donc, je voudrais savoir si il peut y avoir des pistes d'amélioration qui pourraient être envisagées, étant donné évidemment les récents scandales en matière d'AMM pour le médicament en particulier. Bon, sur ce sujet-là, il y a quels sont les moyens qu'on a de contrôler ces autorisations de mise en marché? Elles existent, elles sont faites. Et comment on fait pour que l'information remonte aussi, à la fois aux autorités et à l'ANSES en particulier, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, pas suffisamment. Il y a eu, je crois, un rapport du CGAER qui a été fait, qui préconise ces éléments-là. Donc moi, je suis pour qu'on suive les préconisations de ce rapport par rapport à ces autorisations et la manière dont on va les traiter, les gérer. Il faut qu'on suive, je crois, ce travail qui a été fait, qui était sérieux. Je ne sais pas si, bien sûr, vous l'avez vu. Et je pense que c'est un élément sur lequel, moi, les notes qui m'ont été faites et les discussions que j'ai eues me paraissent convaincantes. Et c'est là-dessus, en tout cas, qu'il faut qu'on travaille. C'est le rapport entre autorisation et puis ensuite, quel est le rôle et comment on informe et comment l'ANSES peut agir le plus rapidement possible et comment elle coordonne avec cohérence ces autorisations, ces mises en autorisation sur le marché. Et surtout sur les autorisations et toutes les données post, qui sont après, a posteriori, c'est-à-dire comment elles surveillent et elles évaluent ce qui a été mis sur le marché. La question que je posais, moi, c'était sur les études. Est-ce qu'on peut se substituer aux études? C'est ça la question. Oui, parce qu'aujourd'hui, les études sont des études fournies par les firmes. Et donc, les autorisations se basent sur ces études-là, dont une partie sont couvertes par le secret industriel. Donc, se pose la question de ces études. Alors, on peut en faire quelques études. On aura peut-être des choix à faire, par exemple. Contradictoires, oui. Indépendantes. Ouais. La substitution, en tout cas, des études faites par des entreprises à une agence publique aujourd'hui, ça pose la question de savoir si on en aurait à la fois les moyens humains et puis budgétaires. Enfin, on peut demander à l'industrie de financer un fonds qui... Alors on peut à ce moment-là, d'accord, c'est passer par un fonds qui permettrait à l'industrie d'avoir... qui permettrait pas à l'industrie, mais qui nous permettrait d'avoir un fonds qui permettrait d'avoir des études contradictoires. Faut-il encore, c'est là tout le débat qu'il y a même au niveau européen sur l'EFSA, qu'on considère que ce qui est proposé n'est pas suffisamment contradictoire, c'est le constat que vous faites. Bon. Mais là, de dire que pour avoir le contradictoire, il faudrait qu'on fasse des études publiques sur chaque molécule qui est proposée, la difficulté est énorme. D'abord parce qu'on ne sait pas dans quel calendrier on pourrait le faire, comment on pourrait s'organiser. Donc c'est difficile de substituer. Donc il faut qu'on améliore le système. D'abord sur le contrôle a posteriori,
et ça c'est l'ANSES qui doit en charger, et là il faut qu'on renforce sa capacité à surveiller pour voir et valider ce qui a été indiqué. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut créer, au travers d'un processus nouveau, des procédures plus contradictoires? Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Faut-il encore trouver les voies, les moyens et l'outil nécessaire? Mais moi je suis assez favorable à cette idée qu'on puisse avoir dans les études qui sont proposées, d'évaluation, pas simplement ceux qui vont fournir derrière le produit, mais qu'on ait la capacité d'avoir, alors sous la forme d'instituts scientifiques qui pourraient intervenir de manière indépendante et qui sont là, c'est le problème du financement, et qu'on obligerait les firmes qui font ces études à financer, parce que ça serait l'obligation pour avoir l'autorisation à la fin. Piste intéressante sur laquelle, je pense, il faut travailler. Très honnêtement, je pense que l'ANSES est un organisme qui a tous les moyens et toutes les compétences. Bien sûr. Peut-être qu'en renforçant ses moyens par des fonds issus d'un fonds public, enfin d'un fonds collecté, on pourrait avoir ces analyses contradictoires. Aujourd'hui, je crois que l'ANSES peut-être n'a pas les moyens de mener ces études contradictoires, même si elle a un comité d'experts indépendants, etc. Bon, mais ce sont des pistes qu'on vous laissera explorer. Monsieur Labbé avait une question. C'était juste pour dire que là-dessus, oui. L'ANSES, par exemple, je reviens à l'actualité, elle peut valider ou invalider des études qui ont été faites, mais demander à l'ANSES aujourd'hui de faire des études a priori d'évaluation, c'est difficile. D'abord parce qu'on ne va pas la saisir tous les 5 minutes sur chacune des produits. Donc on est bien plutôt sur un processus sur lequel il faut, ça je suis d'accord avec vous, avoir une garantie de contradiction. Et que nous, l'ANSES, soit en validation a posteriori, d'évaluation, ça me paraît indispensable. Et aujourd'hui, on en a la capacité. Joël. Oui, vous avez un petit peu pratiquement répondu à la question que je voulais poser justement. Il y a un autre aspect en termes de responsabilité par rapport aux équipements de protection individuelle. On l'a évoqué tout à l'heure. On a appris tout à l'heure, de la part d'un expert, qu'il n'y avait pas d'équipement de protection individuelle universel, que pratiquement pour chaque molécule, il faudrait quelque chose d'adapté. Alors, une piste pourrait être aussi d'exiger de la part des producteurs de pesticides qu'ils aient eux-mêmes testé leur équipement de protection individuelle qui a la double responsabilité, à savoir on met sur le marché, mais avec tel type de protection adaptée. Et cette recherche-là, c'est eux qui financent. Ce qui manque au niveau de l'ANSES quand même, parce qu'on s'en rend compte, en termes de moyens, contre-expertiser les tests qui ont été faits par les firmes. Il y a une part de confiance forcée parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, on anticipe un peu sur les conclusions du rapport parce qu'on verra forcément avec vous-même vos services pour qu'on puisse avancer d'une façon productive, c'est le cas de le dire, par rapport à ce rapport. Maintenant, juste une parenthèse par rapport bon, c'est la première fois que vous intervenez devant nous, par rapport à votre détermination de parler curatif parce qu'il faut le faire, mais aussi de parler global parce qu'il y a une nécessité de transition. Jusque-là, ça me satisfait pour l'élu de la majorité. Un épi spécifique. Ouais. Non, pour revenir à l'idée que vous avez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on va aller on souhaite nous aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que les autorisations sont données qu'à la condition que derrière il y ait les conditions dans lesquelles elles doivent être mises en œuvre par les utilisateurs. Et jusqu'à l'EPI, et on ne pourrait donner l'autorisation, l'ANSES ne la donnerait que s'il y a l'ensemble. On a bien les doses sur les bidons, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas, comment dirais-je, les conditions dans lesquelles on doit les utiliser, et en particulier sur les épis. Voilà, donc ça serait rajouté aux conditions d'autorisation. Et comme vous l'avez dit justement, mais vous pouvez compléter, ça s'adapte en fonction des molécules, et qu'il n'y a pas une combinaison universelle qu'on pourrait utiliser pour toutes les molécules. C'est, je crois, ce qui scientifiquement est dit et prouvé. Madame Bourzet. Oui. Monsieur le ministre, moi aussi, je suis satisfaite des premières déclarations que vous avez faites concernant l'orientation de l'agriculture et la diminution des pesticides utilisés. Ça pose quand même la question des alternatives. C'est-à-dire, où en est-on de la recherche sur des méthodes de production, sur des produits? On nous a présenté des préparations naturelles peu préoccupantes. Bon, je sais même qu'en Corée, ça se pratique aussi pour les framboisiers, pour la truffe, etc.
Je voudrais savoir, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas nier qu'il y a des conditions climatiques, par exemple, qui amènent un certain nombre de problèmes sur les cultures qu'il faut traiter, sinon on perd la récolte. Donc je pense que c'est aussi un point à développer en même temps qu'on essaie de limiter les utilisations de pesticides chimiques. Entrer sur le débat que vous posez, Madame la sénatrice. La première, c'est est-ce qu'il y a des alternatives à des molécules ou des matières actives chimiques, plutôt avec des molécules ou des matières actives naturelles? Oui, il doit y en avoir. Alors, je ne suis pas spécialiste des questions, mais je pense qu'il y en a, il en existe. Ça, c'est une première clé d'entrée. Puis là, il y a la deuxième, qui consiste à dire, c'est ce que vous disiez aussi, c'est comment je fais pour que dans mon modèle de production, dans ma pratique culturelle, je prenne les dispositions qui, en amont, me conduisent à utiliser, à recourir le moins possible aux matières actives et aux molécules. C'est ça les deux entrées. Elles sont valables toutes les deux. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment on arrive à les faire converger, comment on arrive à créer une dynamique chez les agriculteurs. Parce que ce qu'il faut savoir chez l'agriculteur, au fond, vous avez le militant qui est convaincu. Lui, il y va. C'est ceux qui ont fait la bio, ils ne se sont pas posés de questions. Au début, tout le monde rigolait d'eux. Ils vivaient avec des sandales, ils mangeaient des carottes qui étaient toutes tordues. Et puis au fur et à mesure, ils ont fini par... voilà. Hein. Mais c'était des militants, ils étaient convaincus. Ils ont pris tous les risques. Vous êtes agriculteur aujourd'hui, conventionnel, avec des itinéraires théoriques que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et on vous dit, il faut que tu changes. Mais en changeant, tu prends un risque. Aujourd'hui, qui c'est qui l'assume? Lui tout seul. Donc il hésite à le prendre. Ou alors il ne le prend pas du tout, quand de toute façon il considère que tout va bien comme ça, puis qu'il n'a pas envie de changer. Il y en a aussi, hein. Bon, il y a les deux. Alors comment on touche cela? Parce que c'est cela qu'il faut toucher. Les militants, il n'y a pas de problème, hein. C'est cela qu'il faut qu'on touche. Et c'est là que ça bloque. Et les deux entrées sont possibles. Mais il y a une entrée nécessaire sur les nouveaux itinéraires techniques qu'il faut qu'on mette en place pour assurer, dans le modèle lui-même, la diminution, c'est-à-dire des pesticides, des herbicides, de l'ensemble de ce que sont les consommations intermédiaires. C'est ce que j'appelle l'effet systémique, c'est-à-dire qu'on est dans un effet de système. Exemple tout bête, vous connaissez, rotation de culture, intercalaire, même sur des variétés de céréales, plus vous intercalez des variétés différentes, moins vous avez utilisé de fongicides parce qu'elles se mutualisent leur résistance. Sur la question des sols, plus vous avez de la matière organique, plus vous avez un sol vivant, plus sa biodiversité est importante, plus vous avez capacité d'ailleurs à faire du rendement et moins vous avez aussi à utiliser un certain nombre de recours sur les herbicides ou autres sujets, conservation, couverture des sols. Donc on voit bien qu'on a des techniques disponibles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire passer l'ensemble de ces dispositifs parce qu'il y a un risque et on ne sait pas qui l'assume, le risque. Et bien sûr, l'enseignement, des techniques, bien sûr. Tout ça, ça va ensemble, bien sûr. Monsieur Barbier. Oui, Monsieur le Ministre, sur le problème des études, pour revenir à ce problème, ça paraît difficile que les pouvoirs publics envisagent de réaliser des études sur l'efficacité ou la dangerosité des produits. Je pense que dans ce domaine-là, on aura toujours un train de retard par rapport à l'industrie. Ils travaillent en permanence là-dessus. Simplement, ce qu'il faudrait pouvoir obtenir, c'est que l'ensemble des études faites par ces laboratoires, par ces firmes, soient obligatoirement disponibles pour les organes de vérification. Il semble qu'il y a un certain nombre d'études, malgré leur dénégation, plus ou moins secrètes, qui ne sont pas connues, même si elles ne doivent pas être publiées. C'est là qu'il faudrait pouvoir obtenir, sur le plan pratique, que l'ensemble des données à l'élaboration d'une nouvelle molécule soit disponible pour les organismes de contrôle. Et puis, en matière de produits phytosanitaires, ce qui apparaît au cours de cette enquête, c'est l'absence de vigilance. On n'a pas un système de pharmacovigilance qui pourrait s'appeler de phytovigilance, je ne sais pas quoi, sur notamment les professionnels utilisateurs de ces produits. Est-ce que, à ce niveau-là, vous avez une idée comment on pourrait avoir un suivi, qui doit l'organiser,
Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? Est-ce que c'est je ne sais qui? Pour surveiller et avoir des données épidémiologiques qui font, on vient encore de le voir au cours de cet après-midi, des données épidémiologiques qui n'existent pas, alors que pour les médicaments, on commence à avoir ce système de surveillance et d'alerte qui est intéressant, qui serait intéressant de transposer. Je regarde les choses qui sont en cours. Hein. Il y avait déjà, dans le cadre du plan Éco-Phyto 2018, des choses. Il y a un décret qui est au Conseil d'État sur la toxicovigilance. Donc on est bien dans ce processus. On va renforcer ces éléments-là. Toutes les études épidémiologiques de manière globale sont toujours longues à mener. Hein. Il faut un réseau. Il faut mettre en place ce réseau. Je ne pense pas qu'on soit en retard d'ailleurs au niveau de la France sur ce sujet. On est même plutôt dans une position. On organisera un colloque à Paris en 2013 pour essayer de positionner ce qu'on va avoir fait et mis en œuvre et de le partager à l'échelle de l'Europe. Vous y serez invités, comme ça on va essayer aussi d'avancer dans ce domaine hein, de la toxicovigilance ou de la pharmacovigilance ou de tout ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est important de renforcer cette veille. Elle passe de toute façon, pour moi, oui, par la mise en place d'un réseau national. Hein. C'est ça qui va faire que on aura à la fois cette capacité de faire remonter de l'information, d'avoir ces éléments épidémiologiques que vous évoquiez tout à l'heure, parce que on est sur des phénomènes de santé qui sont sur des éléments de durée de résilience un peu plus longs. Donc on peut pas, c'est pas au temps T que ça se règle. C'est sur la durée que ça se règle. Donc c'est bien ce que vous dites d'ailleurs, hein, qu'il faut qu'on mette en place. Donc là-dessus, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on progresse. Ça commence, il va y avoir un décret, le Conseil d'État. On aura en 2013 à faire un travail de synthèse de ce qui va être mis en place. On va le faire à l'échelle de l'Europe pour avoir aussi les éléments équivalents, parce que autant avoir des éléments aussi à l'échelle européenne, mais ça va tout à fait dans le sens que vous souhaitez. Alors on a un peu de retard, mais je pense qu'on n'est pas si en retard que ça. Il faut simplement qu'on se mette en route et dès l'année 2013, je le disais, avec le décret qui est en préparation et les études et le travail qu'on va faire dès l'année 2013, je pense qu'on doit progresser rapidement. Hein. Mais on est bien sur la même ligne. L'idée qu'il faut des réseaux pour arriver à gérer ce genre de problème. Hein. C'est pas parce que j'ai un cas ici, un cas ailleurs, c'est le réseau. Et comme on s'inscrit dans des phénomènes de diffusion avec des durées, il faut ce réseau de vigilance hein, à l'échelle nationale et voire européenne. Et il faut qu'on se coordonne d'ailleurs à l'échelle européenne. Monsieur Tandonnet, du Lot-et-Garonne. Monsieur le ministre, dans vos propos introductifs, vous avez dit qu'il fallait surtout évaluer les pratiques, faire évoluer les pratiques. Dans nos auditions, on a senti un sentiment d'injustice et de discrimination par rapport à la commercialisation des produits, puisque les produits agricoles, leur objectif, c'est d'aller jusqu'à la consommation. Et on voit à l'heure actuelle qu'au niveau de la vente de ces produits, il n'y a aucune différence entre un produit qui vient, une fraise, une tomate qui vient du Maroc, qui vient d'Espagne ou qui vient du Lot-et-Garonne, alors que les exigences de production, notamment à propos des produits phytosanitaires, sont très, très différentes. Et donc, au niveau de la consommation, au niveau de la commercialisation, rien ne distingue ces produits, il n'y a aucune obligation de distinction, alors qu'au niveau de la production, il y a eu des exigences fortes. Comment vous verriez l'évolution de c'est tout le débat qui, au niveau des pratiques, pourrait faire avancer les choses. Monsieur le sénateur, c'est tout. Alors, un débat qui est lourd, qui est dans le cadre des échanges commerciaux. On est, vous le savez, depuis longtemps sur des accords commerciaux qui favorisent le libre-échange. Ça a été fait à l'échelle mondiale dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et ça peut se faire dans des accords bilatéraux. Il y en a eu un avec le Maroc il n'y a pas très longtemps. Quels sont, ça c'est le vrai sujet, les contreparties qu'on demande dans ces accords en termes environnemental, sanitaire et social lorsque on ouvre notre marché? Jusqu'ici, on n'en demandait pas. C'est ce qu'on appelle la réciprocité.
Et c'est un vrai sujet, parce que revenir toujours à l'idée qu'on va mettre ça sur l'étiquette pour le consommateur, à la fin, à part être un spécialiste avec un bac plus 11, quand il prend le machin, il regarde d'abord le prix, première information, il regarde si c'est une marque qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Mais moi, j'ai vu des débats sempiternels sur on a un problème, on fait l'étiquette. Mais à force d'aligner les problèmes sur l'étiquette, c'est l'étiquette qui devient un problème toute seule, quoi. Je le dis franchement, j'aime bien plaisanter, donc je fais ça en plaisantant, mais c'est vrai. Le consommateur, il n'a plus rien à lire du tout. Donc le vrai problème par rapport à ce que vous dites, et qui est très juste par contre, c'est comment on fait pour que quand on négocie, la Commission européenne, l'Europe se donne les moyens de contrôler. Si j'importe des tomates du Maroc, il n'y a pas de raison que les tomates du Maroc que j'importe sur mon marché ne respectent pas les règles européennes que je fixe pour les producteurs de tomates. Après, il y a des conditions de production, il y a des choses particulières, il y a plus de soleil, il y a moins de soleil, mais au moins qu'on soit clair. Donc là, le gouvernement, le président de la République l'a dit lors du Conseil, il y a pour la première fois des clauses de réciprocité qui sont mises dans les accords internationaux, c'est très important. Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant au moment de la négociation, parce qu'après, c'est trop tard. Et deux, dans les conditions d'application des accords, il faut que là, pour le coup, on donne plus de moyens à la Commission européenne pour respecter et faire respecter les conditions de production en termes environnementaux, sanitaires et sociaux. Alors après, pour le coup, c'est encore un autre sujet. Mais ça fait partie des sujets aussi qui existent. Mais sur ces questions-là, je pense que tout ramener à l'étiquette, ça devient difficile au bout d'un moment. Mais parce que vous êtes sur des molécules actives qu'il faudrait pratiquement écrire pour pouvoir juger de la différence. Est utilisée telle et telle molécule active par tel et tel producteur dans tel pays. Donc, information, vous avez du je sais pas quoi, alors donnez-moi un nom scientifique vachement important, là. Que je puisse faire riche, là, allez-y. Diaméthoxam, voilà. Et à côté, c'est sans diaméthoxam. Alors le mec, il arrive, il dit diaméthoxam d'un côté, pas de diaméthoxam de l'autre. Bon, s'il s'y connaît, il fait le choix. S'il s'y connaît pas, il dit on est en train de se moquer de moi, quoi. Donc c'est ça qui est important. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a un vrai sujet là. Et donc on sera vigilant maintenant à faire en sorte que l'application des normes se fasse directement dans les négociations des accords. Et que la Commission soit titillée, surveillée, poussée à faire respecter dans les pays qui ont des accords commerciaux avec l'Europe les règles qui s'appliquent en Europe. Elle ne le fait que peu, très très peu. Et ça, c'est pas acceptable. J'avais une question par rapport... Ah pardon, vas-y Nicole. Oui, une question concernant le certifito. Est-ce que vous pensez faire évoluer le certifito dans son contenu, en termes de formation, dans sa durée? Aujourd'hui, c'est 2 jours. Est-ce qu'on ne peut pas envisager un jour supplémentaire avec un aspect santé un peu plus important? Moi, je suis tout à fait favorable à tout ce qui peut faire améliorer la formation et donner des conseils, des éléments de formation. Mais je vous le disais tout à l'heure, si ça, je suis prêt à l'accompagner. Mon problème, à moi, maintenant, c'est de savoir comment je fais pour que ces pratiques-là se diffusent largement. Comment on fait pour que, au-delà même de l'approfondissement d'une formation pour ceux qui sont formés aujourd'hui, je puisse toucher le plus largement ceux qu'on ne touche pas, ceux qui ne bougent pas aujourd'hui. C'est ça mon sujet. Et c'est pourquoi, on en rediscutera plus tard, mais vous l'avez vu, je l'ai écrit à plusieurs reprises, je veux porter des idées de groupement d'intérêt économique, écologique. Je veux qu'on crée des cadres juridiques nouveaux où on puisse avoir des démarches collectives pour mutualiser le risque et surtout diffuser les bonnes pratiques. Parce que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est la diffusion des bonnes pratiques. Alors on peut faire de la formation du certifito, il faut l'améliorer, j'ai aucun souci là-dessus, mais mon problème, c'est pas simplement d'améliorer ce qui existe, c'est de faire en sorte qu'on ait une dynamique plus globale, collective maintenant. C'est ça l'enjeu. Et d'où l'importance de l'enseignement agricole, c'est-à-dire à la base, celui qui va former ceux qui vont devenir demain des agriculteurs et qui les formera non pas simplement à la bonne utilisation des produits phyto, mais qui les formera aux modèles de production qui sont les plus économes en produits phyto. Vous parlez, Monsieur le ministre, d'atteindre le maximum de personnes et d'agriculteurs pour les faire changer éventuellement de modèle de production et travailler sur les méthodes alternatives. Moi, je pense qu'il y a un argument qui est un argument économique auquel les agriculteurs sont évidemment très très sensibles. Et pour cela, il faut aussi leur montrer que, parce que un des
du sens de l'agriculture depuis 40 ans, c'est de produire beaucoup et de produire de plus en plus. Et donc je pense qu'il serait sensible effectivement à tout ce qui est recherche, sur les méthodes alternatives, sur les méthodes complémentaires aux pesticides. Et on s'aperçoit par exemple qu'un institut comme l'INRA dépense à peu près 3 ou 4% de ses ressources sur les recherches de produits, de solutions alternatives. Donc là, il y a peut-être également un rééquilibrage des budgets dans les missions de l'INRA à budget constant, voire pire, puisque je sais bien... Voire pire, n'exagérez pas quand même. Alors je vais faire un scoop, là, je vais vous dire qu'on va mettre en place une mission qui va être confiée au Conseil général de l'agriculture, dans lequel on va intégrer l'INRA, justement sur ces groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Et moi, je veux que l'INRA soit là, parce que je veux aussi qu'il y ait la recherche agronomique. C'est pas simplement un cadre juridique, sociologique, développement d'un certain nombre de diversités des agricultures, des modèles de commercialisation, d'organisation. C'est aussi un cadre agronomique nouveau. Et donc on va intégrer, je pense, entre Bertrand Hervieux et Marion Guilloux, 2 personnalités qui vont avoir en charge de travailler et sur le cadre général et sur la partie agronomique. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse bouger. Ou donner plus. Oui, Ouais. donner plus à ceux qui font mieux. Donner plus à ceux qui font mieux. Alors d'expérience, attention aux formules. Je ne savais pas, moi, qu'au Sénat, c'était évident. Ça cogite dur, là. Donc, il faut donner plus à ceux qui font mieux. Oui, non, mais on en a l'idée. En gros, c'est la répartition des aides, comment on fait, quoi. Bon, vous savez qu'il y a un verdissement de la PAC. On est obligé de faire en sorte que dans le premier pilier, et voire dans le deuxième, avec les mesures agro-environnementales, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout de suite après, puisqu'il y a les commissions économiques. Mais bien sûr, il y a une répartition des aides qui va être discutée à l'échelle de l'Europe dans le cadre de la nouvelle réforme. Et l'idée qu'il y a sur la table, c'est vrai que c'est quand même de dire qu'il y a une combinaison qui doit être possible entre les bonnes pratiques environnementales et des bonnes pratiques économiques. Parce que par contre, ce qui est clair, c'est que dans la situation dans laquelle on est obligé de maintenir un niveau de production élevé. On le sait dans les débats que nous avons entre nous. Il y a ceux qui disent on peut réduire les volumes produits. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Ça serait dangereux de le faire. Regardez ce qui va se passer, je le dis au passage, là, cet été, là, et donc à la rentrée, avec une sécheresse aux États-Unis combinée avec une sécheresse en Russie, sur les céréales. Je ne sais pas où on va arriver, jusqu'où ça va aller, mais derrière, la question animale pour nous, les éleveurs, mais ça, c'est l'Europe, et ça me concerne. Mais n'oubliez pas non plus que derrière, c'est le Maghreb, c'est des possibles émeutes de la faim, c'est ça, et la faim. Enfin, je veux dire, on n'est pas simplement sur un sujet qui consiste à dire qui gagne de l'argent, qui en perd. C'est un problème géopolitique, c'est un problème de sécurité alimentaire, d'alimentation des individus, et sur des sociétés qui sont déjà fragiles, y rajouter des chocs alimentaires, comme ça peut arriver, croyez-moi, c'est pas des petits sujets. Donc là, on ne peut pas se contenter de dire qu'on changerait, qu'on réduirait notre production et que tout irait bien. J'ai souvent dit que si on prend une image, pour avoir un repère, vous prenez la consommation calorique d'un Mexicain aujourd'hui. C'est pas celle d'un Européen, en calories consommées. Il faut doubler la production mondiale si je fais une opération linéaire arithmétique. C'est-à-dire, je passe de 7 milliards à 9 milliards, je prends la consommation du Mexicain en moyenne, combien il me faut de tonnes de végétaux et de protéines animales, ça fait double. Bon, ça ne se passera pas comme ça, heureusement d'ailleurs. Et s'il fallait faire l'Européen, 4 fois. Je ne parle pas de l'Américain, qui lui, alors là, est complètement à côté, puisqu'il produit de l'obèse, donc ça ne sert à rien. Mais vous voyez bien qu'on est dans des rapports très importants sur la question alimentaire. Et son rapport entre l'alimentation et l'agriculture, il est direct. Donc on est obligé de penser nos modèles, à la fois pour les rendre durables, performants économiquement et performants écologiquement.
Je préfère d'ailleurs ce terme de performance économique et écologique à celui d'agriculture écologiquement intensive, qui avait été inventé par mon copain Griffon. Mais écologiquement intensive, bon, un oxymore qui est très sympathique, qui provoque d'ailleurs. Ça a provoqué d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, bon, il faudrait qu'on essaye de le positiver. Hein. Mais dans son idée, ou le doublement vert, qui était pas mal. Hein, on a eu une révolution verte qui était une révolution qui a consisté à utiliser justement des produits chimiques, la révolution verte. Et il disait le doublement vert, c'est qu'après l'utilisation des intrants, je vais utiliser au maximum les potentiels de la nature. Je fais le double. Bon, ça, c'est des idées très intéressantes. Hein, mais elles gardent comme perspective l'idée qu'on va être obligé quand même d'avoir un niveau de production élevé. Et c'est donc ça qu'il faut qu'on combine. Et il se trouve, heureux bonheur, que je pense qu'il y a des modèles aujourd'hui qui peuvent combiner les deux. Donc c'est cela qu'il faut qu'on promeuve, hein, dont il faut faire la promotion. Et on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, j'en reviens au début de la discussion, comment je fais pour arriver à réduire de 50% les phytos, c'est pas en décidant de faire éco-phyto 2018 et en disant on va réduire de 50%, parce que la preuve ça marche pas. Parce qu'on n'est pas pris dans un système. Regardez, l'Europe, elle a été magnifique pendant des années. Hein. J'ai un problème sur l'eau, je fais une directive sur l'eau. Un problème sur les sols, directive sur les sols. Un problème sur les phytos, directive sur les phytos. Un problème sur les oiseaux, j'en parle même pas, directive sur les oiseaux. Mais tout ça, c'est des normes les unes derrière les autres. Alors que quand ça arrive à l'exploitation, l'agriculteur, lui, il s'ajoute des normes les unes derrière les autres. On lui dit, il faut que tu les respectes. Mais est-ce que ça fait système ? Est-ce que ça fait cohérence? Est-ce que ça fait itinéraire? Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça bloque. Sauf, je le dis, ceux qui sont militants et qui ont anticipé, mais qui ont pris le problème à l'envers. Ils n'ont pas attendu les normes, ils ont pris des modèles dès le départ. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je vais faire peut-être un petit plaidoyer pour Ecofito quand même. Mais c'est pas si mal que ça, je critique pas. Hein. Non, mais moi je fais un plaidoyer pour votre mission parce qu'elle est très intéressante. Je pense au moins qu'Ecofito, dans les résultats qui sont les siens aujourd'hui et qui sont quand même encourageants, un des grands succès d'Ecofito, c'est d'avoir permis la prise de conscience des risques que représentait l'utilisation trop importante des phytosanitaires. C'est un problème auquel on se trouve confronté aujourd'hui dans l'omerta un petit peu des agriculteurs sur leurs propres maladies qui commencent à être levées par les organisations comme Phyto-Victimes et aussi par, on peut le dire, quelques pressions d'organisations, de mutuelles, etc., qui ont du mal à reconnaître des maladies professionnelles. Donc là, on sera vigilant aussi dans le cadre de la mission, et donc moi je vous en fais part, à ce que les tableaux professionnels de reconnaissance, les tableaux de reconnaissance professionnelle, notamment en matière agricole, puissent aussi évoluer rapidement. Donc là, on a l'introduction du Parkinson depuis pas très longtemps, mais on a des hémopathies qui arrivent. Voilà. Je fais un peu le plaidoyer d'Ecofito. Non, mais non, franchement, j'ai pas dit que j'étais dans une négation de l'effet positif d'Ecofito. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que la méthode qui a été utilisée, qui a consisté à fixer des objectifs norme par norme, même si je prends la bio, c'est un échec par rapport au Grenelle. On n'y est pas. Parce qu'on prend des décisions, mais on ne crée pas les dynamiques d'acteurs derrière. Qu'est-ce qui a fait que l'agriculture, dans les années 60, a connu le bouleversement qu'elle a connu? C'est que chaque agriculteur était concerné, il était son propre acteur. Je me rappelle, moi, et sûrement ici, tous, chez moi, les clubs des sans quintaux, il y avait des gars qui appartenaient à des clubs de sans quintaux. C'était le club. Ils étaient tous ensemble, combien tu fais de quintaux? 80, 85, vas-tu arriver à 100? J'y suis à 100. Ils se motivaient. Il y avait une action, une dynamique. Il faut qu'on refasse ça sur l'environnement. Des coopératives aujourd'hui. Par rapport au phyto, c'est que prestataire de services et de fournitures est en même temps décisionnaire. Donc là, il y a un petit problème. Ça, je vous l'avoue. Voilà. Je pense que là-dessus, il va falloir qu'on discute. Donc et je sais que vous avez sûrement des propositions à faire sur comment on fait pour dire que... C'est sûr que... Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là aussi? C'est où on dit... Ils sont tellement intéressés pour le faire et pour vendre, que de toute façon, ils ne feront rien pour qu'on réduise les consommations. Première hypothèse, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Donc il faudrait peut-être séparer. Ou deuxième hypothèse, c'est que parce qu'on a été capable, mais ça c'est plus à moyen terme, on a été capable de proposer des perspectives, on sait que derrière ce qui est vendu aujourd'hui, il y aura d'autres choses à faire. Du conseil, de l'agronomie,
peut-être d'autres éléments de fourniture, et ça existe, sur des nématodes, sur des systèmes microbiens dans les sols qui permettent de se protéger de telle ou telle maladie. Il faut savoir qu'il y a des trucs très intéressants qui peuvent être faits. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on discute sur quelles sont les alternatives pour ceux qui sont prescripteurs et vendeurs de ces molécules. Parce que si on leur dit de toute façon, c'est harakiri pour vous, vous allez voir, hein, ils vont rien dire devant la commission et la mission, là. Ils vont dire oui, tout ce que vous dites, c'est bien, puis derrière, pas prêt de changer, hein. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Oui, alors, la commission des affaires éco, monsieur le ministre, a 10 minutes de retard, donc on profite de vous un petit peu plus. Voilà. Vous avez donc, comme j'y suis à la commission économique, je garde les questions agricoles pour tout à l'heure. Par contre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le contexte mondial et la nécessité de maintenir la capacité de production, on a quand même nos limites, les pays occidentaux. Il y a optimiser l'utilisation des sols, c'est aussi un autre sujet, mais parce que notre modèle occidental provoque, j'étais à Rio et j'ai travaillé là-dessus, l'accaparement des terres sur les pays du Sud. Et là, il y a beaucoup à dire sur ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'on a optimisé effectivement nos capacités, optimisé l'occupation du sol agricole sur notre territoire national et européen, mais aussi prendre en compte maintenant le contexte mondial, et ça ne peut pas être l'occidentalisation mondiale parce qu'on va à la catastrophe. Tu es d'accord pour dire aussi qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'Europe qui est la plus déstabilisante. Elle l'a été. Ça, il faut qu'on se le dise entre nous aussi. Nos restitutions, toutes les années 80, on a exporté des céréales avec des restitutions, tout ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ceux qui achètent le plus de terres, c'est pas forcément les Européens. C'est les Chinois. Ce qu'on achète comme terre en Europe, c'est en Europe centrale aujourd'hui. Il y a des gros investisseurs qui font des achats importants en Ukraine, en Russie, ça c'est vrai. Mais l'Europe n'est plus, et ça c'est important aussi qu'on se le dise entre nous, parce qu'on a souvent des schémas qui sont un peu faussés là-dessus, n'est plus ce qu'elle a été, ça c'est vrai, hein, dans les années 75-80, c'est-à-dire quand on produisait des excédents sur d'autres marchés, on faisait de la restitution sur l'exportation. Je suis d'ailleurs assez frappé, je vais vous le dire. J'ai participé à 2 conseils des ministres. Et le dernier auquel j'ai participé, c'était sur la question... Il y a eu des interventions sur le lait. Et en tant que France, je ne suis pas intervenu sur le lait. J'ai laissé parler. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire que les plus libéraux sur la question sortie des quotas étaient aujourd'hui ceux qui anticipaient la crise et demandaient des restitutions. Sous-entendu... Pour régler le problème de la surproduction qu'on peut avoir au niveau européen, refaisons des restitutions. Mais en même temps, ne prenons aucune mesure qui permettrait d'avoir des maîtrises un peu collectives du niveau de la production. La contradiction, elle est très forte. Donc je les ai tous parlé, polonais, espagnol, il y a eu aussi slovène et tout ça. Bon, j'y reviendrai parce que ce qui nous attend n'est pas forcément facile. Mais j'y reviendrai avec quelques arguments. On ne peut pas considérer que c'est les restitutions qui vont faire le développement de notre agriculture. Ce qui a été le cas avant ne peut pas être à nouveau le cas. Et là-dessus, sur l'Europe, je pense par contre, là où elle a manqué d'ambition depuis beaucoup d'années, c'est qu'on s'est laissé emporter à l'échelle européenne par l'idée que c'est par le commerce qu'on allait développer les agricultures des pays en voie de développement, qu'on a laissé penser que la spécialisation des grandes zones était un choix économiquement performant, et on s'aperçoit qu'elles se sont certes spécialisées, mais que si on va jusqu'au bout de la spécialisation, ça ne marchera pas. Donc et là, l'Europe, il faut qu'elle change un peu son fusil d'épaule, et en particulier dans sa politique de développement. Depuis 20 ans, 20-30 ans, ce qu'on a mis sur le développement, si je prends 100 €, il y a 20 ans, il y en avait 20 qui étaient consacrés à l'investissement dans l'agriculture. 20 ans après, il y en a plus que 4. Donc il faut qu'on remonte l'investissement. Et l'investissement dans l'agriculture, c'est pas simplement l'investissement pour les agriculteurs. C'est l'investissement dans les infrastructures qui permettent de stocker, qui permettent de transformer. C'est très important, ça. Et là, on se trompe souvent. Ils ont besoin de ça. Moi, je vois, dans des pays, j'ai vu des associations, qu'est-ce qui passe par la capacité qu'ils ont à développer des agricultures. Le séchage de mangue, vous faites de la mangue, mais ce qui est important, c'est de la sécher pour pouvoir la transporter, pour pouvoir la vendre. Le mie, s'il n'est pas transformé, il est plus intéressant pour un Africain, une Africaine, d'avoir un paquet de pâtes que vous mettez dans de l'eau chaude que d'avoir du mil à piler avant de pouvoir le manger. L'énergie que vous dépensez est énorme. Donc la transformation des produits, c'est important. Et ça, on l'a trop souvent oublié aussi. Voilà.
Alors, on est un petit peu loin de nos phytos. Oui, hein, je suis désolé. Non, non, mais non, c'est nous parce qui que vous vous faites posons toujours des plaisir, questions. hein. Voilà, exactement. Est-ce que vous Si avez vous me faites causer, d'ailleurs, vous n'allez pas être déçus. Hein. d'autres questions, mesdames et messieurs les sénateurs? Oui, Voilà. moi je suis très content. Et nous D'abord, sur le fond, sujet important. 2, mission importante. 3, vous avez vu les axes qui sont les nôtres. Donc on suivra, il y a des recommandations qu'on suivra, on a déjà des propositions. Et donc on se revoit, bien sûr, et sur la santé, bien sûr. D'accord? Merci beaucoup, De Monsieur rien, le ministre, merci à vous. pour cette Merci. rencontre intéressante, passionnante. Vous venez de suivre l'audition de Stéphane Le Foll par la mission d'information du Sénat sur les pesticides. Audition qui s'est tenue le mardi 24 juillet. Pour revoir les travaux de la mission, notre site internet publicsénat.fr. À très bientôt.